La tristesse ne prévient ni ne demande la permission. Elle apparaît, s'installe et peut te laisser sentir que tout ce que tu fais n'a aucun sens. Peu importe qui tu es ou combien tu as accompli, personne n'est exempt de ce poids silencieux qui te fait douter de toi-même, te paralyse et te vole ton élan. Pour beaucoup, la réaction automatique est de la rejeter, de la cacher ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, comme si l'ignorer la faisait disparaître. Mais ce déni ne fait que multiplier le poids, transforme la douleur en un mur et pire encore, te rend prisonnier de tes propres émotions. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme une chirurgie sans anesthésie. Il ne adoucit pas la réalité, il l'expose. Il dit avec brutalité que ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais ce que tu en fais. Que la différence entre sombrer et en sortir plus fort réside dans la façon dont tu choisis d'interpréter chaque coup. Personne ne va te sauver de ta tristesse, c'est la vérité inconfortable. Et tant que tu ne reconnais pas que la responsabilité de ton état émotionnel t'appartient, tu continueras à répéter le même cycle. La douleur peut être un maître ou une condamnation, et cela dépend de toi. Il ne s'agit pas d'éliminer la tristesse, mais de transformer la manière dont tu l'affrontes. Si tu cherches des formules magiques, il n'y en a pas. Mais il existe des outils et des principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour cesser d'être esclave de ce que tu ressens et commencer à construire de la joie, même au milieu de la difficulté. Ce que tu ne transformes pas, tu le répètes. C'est ici que commence le véritable entraînement. Moins d'excuses, plus d'action consciente. 1. Redéfinis ta relation avec la tristesse. La tristesse ne va pas disparaître simplement parce que tu l'ignores ou parce que tu te dis que tu es fort. Il ne suffit pas de se distraire ni de la déguiser en indifférence. La plupart des gens fuient leur tristesse, la cachent sous le tapis de la routine, espérant que le temps fasse le sale boulot. Mais le temps ne guérit pas ce que tu refuses de regarder en face. Alors, arrête de te mentir. Ta relation avec la tristesse est ta responsabilité. Personne d'autre ne va la guérir pour toi, ni te sauver de cette inconfortable situation que tu évites tant. Chaque fois que tu te justifies en disant que c'est comme ça la vie ou que personne ne me comprend, tu t'enchaînes un peu plus à ce poids émotionnel et tu transformes la tristesse en une habitude, en une excuse pour l'inaction. C'est dur à admettre, mais souvent tu préfères rester dans la douleur connue plutôt que d'oser la transformer. Le victimisme est confortable, mais il te vole ta dignité. Accepter la tristesse ne signifie pas se rendre ni se résigner. Cela signifie décider de ce que tu vas faire avec ce que tu ressens et cesser d'agir comme si tu étais un spectateur passif de ta propre douleur. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Arrête de te demander pourquoi cela t'arrive et commence à te demander ce que tu vas construire avec ce qui t'arrive. Chaque émotion négative est un signal qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'attention, et si tu la caches ou la nies, tu alimentes un mécanisme mental qui te sépare de ta propre force. La tristesse est une alarme, pas une condamnation. Il te revient de redéfinir ce lien, cesser de la voir comme un fardeau éternel et commencer à la comprendre comme une opportunité d'ajuster ta façon de vivre, de penser et d'agir. Ne tombe pas non plus dans le piège bon marché de croire que ressentir de la tristesse te rend plus profond ou spécial. Ce romantisme ne fait que perpétuer l'idée que la souffrance est ton identité. La tristesse peut t'apprendre, mais seulement si tu as le courage de l'affronter sans embellissement ni drame. Il faut une honnêteté brutale. Reconnais ce que tu ressens, nomme-le, cesse de le cacher et prends des décisions inconfortables. Je ne suis pas ma tristesse. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la manière dont tu te relies à tes états internes. Si tu permets à la tristesse d'être ton filtre, tu déformes tout ce que tu vois et fais. Si tu l'affrontes et apprends ce qu'elle vient te montrer, tu reprends le contrôle sur ton énergie et ta direction. Cesse d'attendre que l'humeur revienne par magie. Le premier pas est toujours de redéfinir la narration interne. La tristesse n'est pas la fin, c'est un tournant. Ta vie ne s'améliore pas si tu continues à alimenter des pensées défaitistes. Elle s'améliore lorsque tu assumes la responsabilité de réinterpréter ce que tu ressens.
Personne ne va faire ce travail pour toi. Le véritable changement commence lorsque tu cesses de négocier avec tes excuses et choisis avec fermeté une nouvelle norme pour ton bien-être émotionnel. Ne te contente pas de survivre. Tu mérites d'avancer, mais seulement si tu le décides par des actes, pas par des désirs. 2. Choisis consciemment comment tu interprètes ce qui se passe. Tu te réveilles avec l'estomac noué parce que tu te souviens de ce qui s'est passé hier ou de l'inquiétude que tu as pour demain. Tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir et là, c'est là, cette sensation que la journée commence en pente. Tu commences à passer en revue mentalement tes tâches, les mots qu'on t'a dit, les choses qui se sont mal passées, et sans t'en rendre compte, ton humeur est déjà conditionnée. Tu ne te demandes pas pourquoi tu te sens ainsi, tu l'acceptes simplement comme le fond de ta journée, comme si la tristesse était un mur inévitable. Mais personne ne t'a appris qu'entre ce qui se passe et ce que tu ressens, il y a un espace que l'on appelle interprétation, et cet espace t'appartient. Personne ne peut l'occuper à ta place. Ce que tu en fais détermine si aujourd'hui tu te noies ou tu te relèves. Si tu laisses ton esprit fonctionner en automatique, tu vas vivre en filtrant la réalité à travers le prisme de tes anciennes douleurs. Chaque mot d'autrui, chaque geste, chaque souvenir passe par un mécanisme qui décide si tu le prends comme une offense, une défaite, une confirmation de tes peurs ou une opportunité de grandir. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce processus, et ainsi, jour après jour, ils renforcent le même schéma. Tu vois ce que tu t'attends à voir, tu ressens ce que tu crois mériter, et tu répètes l'histoire qui te convient le mieux pour justifier ton état actuel. L'interprétation n'est pas neutre, c'est un investissement d'énergie. Tu passes ta vie à croire que tu réagis à ce qui t'arrive, alors qu'en réalité, tu réagis à ce que tu penses de ce qui t'arrive. Et cette nuance change tout. Le stoïcisme ne te dit pas de devenir de pierre. Il te parle de liberté, liberté de décider comment tu comprends ce qui t'arrive, même au milieu de la douleur. Tu peux choisir si un échec est un signe que tu ne sers à rien ou une opportunité d'ajuster ta trajectoire. Tu peux décider si une perte est le début de la fin ou le commencement d'une nouvelle étape. Chaque fois que tu choisis consciemment comment interpréter un fait, tu diminues le pouvoir de la tristesse automatique et tu récupères un peu de contrôle sur ton humeur. Si tu ne t'entraînes pas à ce muscle mental, la vie va te traîner selon le climat émotionnel du jour. Mais si tu assumes le coup de penser différemment, tu deviens le protagoniste de ton propre processus. Je ne te demande pas de te mentir ni de peindre tout en optimisme forcé. Je te demande d'observer avec une brutalité honnête quelle histoire tu te racontes et si cette histoire te rapproche ou t'éloigne de la vie que tu souhaites. La tristesse, souvent, ne vient pas de ce que tu perds, mais de l'interprétation rigide et fataliste que tu choisis sans t'en rendre compte. Ce qui se passe est une chose, ce que cela signifie pour toi en est une autre. Et là se trouve le pouvoir. Tu peux toujours réécrire le sens. Choisis encore et encore le sens que tu donnes à ce que tu vis. Personne ne peut te ravir cette liberté. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique quotidienne. Change ton interprétation et ta réalité changera. 3. Entraîne ton attention dans le présent. Je reconnais que mon esprit a tendance à fuir le présent comme quelqu'un qui veut éviter de regarder une facture impayée. C'est inconfortable de l'admettre, mais j'ai cette tendance automatique à ressasser ce qui ne s'est pas bien passé, à anticiper des problèmes qui n'existent pas encore, ou à porter des scènes anciennes comme s'il s'agissait d'une sorte de dette émotionnelle que je n'ai pas encore réglée. Mon attention, sans discipline, se disperse. Une partie reste coincée dans ce que je ne peux pas changer du passé. Une autre se projette dans des scénarios imaginaires de l'avenir, et ce qui reste pour le présent n'est qu'un fragment d'énergie, toujours insuffisant. Ce n'est pas quelque chose qui se produit par hasard, ni une faiblesse personnelle. C'est le résultat d'années d'habitudes mentales mal entraînées. Cela fonctionne comme un réflexe. Face à la douleur, à l'ennui ou à l'inconfort, l'esprit s'enfuit vers ce qu'il pense être un soulagement. Mais en réalité,
Cela ne fait que retarder la confrontation réelle avec ce que nous devons vivre maintenant. Si tu prends le temps d'analyser cela, tu verras que la tristesse se nourrit précisément de cette fuite de l'attention. Lorsque tu n'es pas dans le présent, tu deviens otage de ce qui est déjà passé ou de ce que tu crains qu'il arrive. L'anxiété et la mélancolie ne sont rien d'autre que le prix que tu paies pour être divisé entre 1000 pensées, au lieu de mettre toute ta volonté dans ce qui est réel, cet instant. Le présent n'est pas toujours confortable, ni n'a de réponse facile, mais c'est le seul terrain où tu peux prendre des décisions et transformer quelque chose. Tout le reste est spéculation qui épuise. En fait, chaque fois que tu te surprends à revivre le passé ou à imaginer un désastre futur, tu utilises ton attention, ta ressource la plus précieuse, pour renforcer des émotions qui n'ajoutent rien, elles ne font que soustraire. Entraîner l'attention dans le présent est, au fond, un acte d'autodiscipline et de respect pour ta propre vie. Personne ne va te donner cette approche, et ce n'est pas une question de répéter des phrases superficielles sur « vivre l'instant ». Il s'agit d'un travail mental conscient. Chaque fois que tu te surprends à fuir le maintenant, tu dois rediriger ton énergie, sans négociation, comme quelqu'un qui entraîne un muscle qui a été atrophié pendant des années. C'est inconfortable au début parce que le cerveau préférerait rester dans le drame connu ou la peur anticipée. Mais la réalité est que le bonheur ne se construit que lorsque tu assumes la responsabilité d'être ici, avec tout ce que cela implique. La présence est la base de la paix intérieure. Le reste est du bruit qui te distrait de l'essentiel. Si tu parviens à maintenir ton attention sur ce qui se passe, sur tes sensations, tes actions, tes véritables besoins, tu démontes le mécanisme qui alimente la tristesse chronique. Cesse d'hypothéquer ton bien-être sur la base de ce que tu ne peux plus modifier ou de ce qui n'est même pas sûr d'arriver. Être présent, c'est choisir, encore et encore, la vie réelle plutôt que les fantasmes mentaux qui ne font que fatiguer. Si tu veux retrouver la joie, commence par discipliner ton attention. La vie ne se passe que maintenant. 4. Agis, même si la motivation est minimale. Il y a des jours où la vie ressemble à une pièce dans l'obscurité, où tout semble immobile et l'air devient lourd. Tu observes l'horloge, les heures passent comme si elles ne t'appartenaient pas, et chaque mouvement semble coûter le double, comme si la tristesse t'avait mis un gilet de plomb. Le corps se sent maladroit, les épaules tombent, le regard reste fixé sur un point, presque sans cligner des yeux. La motivation n'arrive pas. Elle ne répond même pas aux appels mentaux. Il n'y a qu'une inertie dense, une résistance invisible qui t'attache à la chaise, au lit ou aux mêmes routines sans âme. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que attendre de ressentir l'envie de bouger est un piège. La motivation n'est pas un billet d'entrée, c'est une conséquence. Personne ne se sent inspiré avant de commencer. C'est seulement après avoir fait les premiers pas que l'enthousiasme commence à se réveiller timidement, comme un muscle froid qui ne s'active que lorsque tu l'utilises. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste de la physique. L'énergie se crée dans le mouvement, pas dans l'attente. Observe les gestes de ton corps lorsque tu décides de te lever sans envie. Le pied qui touche le sol, les doigts qui cherchent un soutien, le dos qui se redresse peu à peu. C'est un acte simple, presque insignifiant. Mais dans ce geste minimal, tu es déjà en train de reprendre du terrain. Chaque action, même si elle semble petite, est une rupture dans l'inertie. L'eau stagnante se gâte, mais une goutte en mouvement commence déjà à tout changer. Pas besoin de ressentir de l'enthousiasme. Il suffit de te lever et de faire une chose, même si c'est mécanique. Faire le lit, ouvrir la fenêtre, prendre un verre d'eau froide, sortir, marcher même 5 minutes. Il ne s'agit pas de feindre la joie, ni de forcer un sourire vide, mais de comprendre que la vie se réactive dans l'action, pas dans la contemplation passive du malaise. Le stoïcisme t'enseigne que le véritable contrôle commence par ce que tu fais, pas par ce que tu ressens. L'humeur est volatile, mais l'action t'appartient. Fais quelque chose, même si c'est minime, car ce micro-mouvement est le point de basculement qui change la trajectoire de la journée.
Ne sous-estime pas le pouvoir du petit. La somme de gestes simples, répétés avec discipline, est ce qui reconstruit la confiance et affaiblit la tristesse. Attendre d'avoir envie, c'est céder le gouvernail à l'apathie. Le corps, tout comme l'esprit, a besoin de signaux clairs que tu ne t'es pas rendu. Action avant motivation, toujours. La différence entre avancer et rester bloqué dépend rarement de grandes décisions. Elle dépend du courage de bouger lorsque ton esprit te murmure que cela n'a pas de sens. Fais-le quand même. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour commencer. Tu as besoin de commencer pour retrouver la force. Le mouvement vainc la tristesse, même lentement. Tu décides si tu restes à attendre des miracles ou si tu transformes chaque petit acte en une déclaration de rébellion. Ne sous-estime pas la valeur d'un seul pas. Un pas peut être tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. 5. Fais du mouvement physique une habitude quotidienne. Le corps qui ne bouge pas devient une prison. C'est la vérité que personne ne veut entendre lorsque la tristesse te paralyse et que tu préfères rester immobile, attendant que le moral vienne te sauver. Mais cela ne va pas arriver. Croire que tu peux penser ou te sentir mieux sans bouger un seul muscle est une fantaisie qui ne fait que prolonger la stagnation. Le mouvement physique n'est pas un luxe, ni une suggestion amicale. C'est un ordre biologique et psychologique. Il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit de réaliser que ton corps est l'interrupteur principal de ton énergie émotionnelle. Si tu te résignes à des journées entières de sédentarité, ne te trompe pas en croyant que la tristesse est quelque chose de mystique qui vient de l'extérieur. L'inertie est la meilleure amie de la mélancolie chronique. Si tu ne bouges pas, tu te flétris, et tout le reste ne sont que des excuses qui sonnent sophistiquées, mais ne masquent que de la paresse et de l'autocompassion. La discipline du mouvement quotidien n'est pas négociable si tu veux vraiment sortir du trou. Tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, répéter des affirmations jusqu'à perdre ta voix, parler sans arrêt de tes intentions de changement. Rien de tout cela ne remplace le signal brutal et direct que ton cerveau reçoit lorsque tu décides d'utiliser ton corps, même sans aucune envie. Chaque pas, chaque étirement, chaque exercice est une déclaration de guerre contre l'habitude de te laisser sombrer dans ta propre torpeur. Tu n'as pas besoin d'équipement de gym ni de routine héroïque. Tu as besoin de courage pour te lever, même si c'est juste pour marcher 10 minutes, même si tu n'arrives qu'à t'étirer sur le sol et à sentir le poids de ton corps. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Tous les jours, sans négocier, même si c'est minime, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. La constance tue la paralysie. Arrête de te vendre l'idée que tu es une victime de tes émotions lorsque tu n'es même pas capable de discipliner ton corps. Le mouvement physique est le pont entre l'esprit et la réalité. Si tu ne le traverses pas, tu restes piégé dans des théories et des fantasmes de changement qui ne se produisent jamais. Un corps entraîné à bouger sous n'importe quel état émotionnel est un corps qui se souvient comment se rebeller contre la tristesse automatique. Si ta routine est toujours celle de la passivité, ton moral répondra avec la même apathie. Ne cherche pas de solution magique. Le seul miracle est la somme quotidienne d'actions physiques réelles. La douleur du premier mouvement est plus légère que la douleur de rester immobile. Assez de te justifier avec des histoires de fatigue éternelle ou de manque de motivation. La fatigue que tu ressens est souvent juste le prix à payer pour maintenir une routine qui ne défie ni ta biologie ni ton caractère. Le mouvement physique est la preuve concrète que tu ne t'es pas rendu. Si tu veux de la dignité, montre-la dans tes actions, pas dans des discours. L'énergie ne se mendie pas, elle se génère. Lève-toi, fais le même si ça fait mal. Franchis le seuil de l'inertie et transforme-le en habitude. Personne ne va bouger pour toi. Là où l'excuse s'arrête, le véritable changement commence. 6. Pratique la gratitude, même dans les jours sombres. La vérité est simple et brutale. Si tu n'entraînes pas la gratitude, tu deviens otage de ce qui te manque.
Peu importe à quel point tu es intelligent, ni combien de livres tu as lus sur le développement personnel. Si ton esprit ne répète que ce qui ne va pas et ce que tu as perdu, tu finis par accumuler une vision du monde où tout semble être une dette impossible à rembourser. La tristesse profite de cette négligence. Elle sème l'idée que rien n'est suffisant, que la vie te doit quelque chose et que ton côté le plus vulnérable est toujours perdant. Mais la réalité est qu'aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à énumérer tes manques et à ruminer ce que tu n'as pas. La gratitude n'est pas un luxe pour des optimistes naïfs, c'est une discipline mentale et émotionnelle qui se gagne à la sueur de son front, surtout quand il te coûte le plus de trouver des raisons de remercier. Parfois, tu te découvres, sans t'en rendre compte, à regarder la vie avec une loupe déformante, où tu ne vois que les fractures, les erreurs, les trahisons, tout ce qui a mal tourné. Il est facile de rester piégé dans ce mécanisme, car le cerveau est conçu pour détecter les menaces et les problèmes. C'est un biais de survie, mais pas de plénitude. Le problème survient lorsque tu transformes cette habitude en ta seule façon de regarder. Tu finis par croire que la tristesse est inévitable et que la gratitude n'est qu'une fantaisie superficielle. Cependant, ce qui transforme vraiment ton expérience, c'est la décision consciente de chercher de petits faits, des détails minimes, qui brisent ce filtre négatif. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, ni d'inventer de fausses raisons pour te sentir mieux, mais d'entraîner l'esprit à reconnaître que, même dans les jours sombres, il existe des fragments de valeur et des moments qui méritent d'être honorés. Remercier n'élimine pas la douleur, mais cela t'empêche de rester défini par elle. Remets en question cet élan intérieur à mépriser ce que tu as, parce que cela ne correspond pas à tes attentes. Cette insatisfaction chronique est, bien souvent, un piège mental qui te vole l'opportunité de te connecter à la réalité. La gratitude est une forme de rébellion contre cette narration de manque. C'est dire à ton esprit: tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es aussi tout ce que tu as déjà surmonté. Si chaque matin tu choisis, ne serait-ce qu'une minute, de reconnaître une seule chose qui reste debout, un ami qui demeure, la capacité de respirer, un souvenir qui te soutient, un petit accomplissement qui semblait impossible hier, tu commences à affaiblir le système interne qui alimente la tristesse automatique. La gratitude est une discipline, pas un état d'esprit passager. Entraîne-la comme on renforce un muscle qui a été atrophié trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout s'améliore pour la pratiquer. En fait, les jours les plus difficiles sont ceux qui l'exigent le plus. La gratitude est l'outil qui recalibre ta perception et te redonne ta dignité, car elle t'oblige à cesser de mesurer ta vie uniquement par les douleurs et les pertes. Parfois, remercier est l'acte le plus courageux, car cela défie la logique du ressentiment et de la plainte. Décide, sans négocier, de chercher ce qui reste encore, ce qui peut encore croître, ce qui mérite encore ton respect. La gratitude n'est pas du conformisme, c'est de la clarté. C'est se rappeler que, même si la tristesse insiste pour te réciter sa liste de dettes, tu peux choisir sur quoi concentrer ton énergie. Tu n'es pas seulement ce qui te manque, tu es tout ce que tu remercies et tout ce que tu es encore capable de reconnaître. 7. Donne un sens à ta douleur en aidant les autres. Tu sors dans la rue la tête baissée, ressentant le poids de ton propre malaise, et en croisant quelqu'un qui traîne des sacs lourds ou lutte avec une porte, tu hésites un instant avant d'aider. La tristesse a tendance à t'enfermer dans une sorte de capsule mentale où n'existe que ta propre douleur, comme si le reste du monde s'était estompé. Ce circuit fermé est l'une des plus grandes erreurs de l'esprit. Plus tu souffres, plus tu t'isoles. Plus tu t'isoles, plus la douleur s'intensifie. C'est un cercle vicieux si automatique que tu ne le remarques même pas. Mais si tu l'analyses de près, tu verras que la tristesse te pousse à te regarder le nombril et à chercher des raisons pour justifier pourquoi ta souffrance est spéciale, différente, presque intouchable par la réalité des autres. Le résultat est que la vie se rétrécit et le sens s'évapore.
La plupart des gens ne comprennent pas qu'à ce stade, aider les autres n'est pas seulement un acte altruiste, c'est une stratégie de survie émotionnelle. La psychologie le souligne clairement. Lorsque le focus est fixé sur soi-même, tout malaise tend à se magnifier. Le cerveau commence à fonctionner en mode pénurie, ne voyant que ce qui manque, ce qui fait mal, ce qui ne peut pas être changé. Mais si tu t'obliges, même de manière forcée au début, à intervenir dans la vie d'un autre, quelque chose dans cette machinerie interne se recalibre. Il ne s'agit pas de faire de grands gestes héroïques, ni de devenir une sorte de sauveur professionnel. Un message sincère, écouter celui qui va moins bien que toi, offrir ton temps ou ton expérience, même si la motivation est minimale, suffit. Dans cet acte, tu brises l'enfermement mental. L'énergie que tu utilisais pour tourner sur ton propre axe se redirige vers l'extérieur, et cela constitue déjà un changement de dynamique. La tristesse se nourrit d'inertie et d'isolement. Le service l'affaiblit car il t'oblige à sortir de ton petit monde. Personne ne guérit complètement seul, mais aider les autres est le pont qui relie ta douleur à un sens plus grand. Le stoïcisme ne parle pas de se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais d'utiliser la douleur comme matière première pour quelque chose d'utile. Si tu attends seulement de te sentir bien pour aider, tu n'agiras jamais. La douleur qui n'est pas partagée se gâte, devient ressentiment ou auto-indulgence. Mais lorsque tu décides, consciemment, de transformer ton inconfort en action concrète envers l'autre, tu convertis un état passif en une déclaration de pouvoir. La douleur partagée perd de sa force. C'est la différence entre sombrer et grandir. Chaque fois que tu détournes ton regard de ton propre drame pour reconnaître la souffrance d'autrui, ton esprit entraîne une compétence fondamentale, la résilience altruiste. Le sens ne se trouve pas en fouillant des réponses dans tes propres blessures, mais en construisant quelque chose de précieux avec elles. Le but n'est pas une révélation mystique ni une phrase motivationnelle. Le but est ce que tu fais avec ce qui te fait mal. Lorsque tu décides d'aider, même dans quelque chose de petit, tu montres que ta douleur ne te définit pas, elle te rend simplement humain. Sers, même lorsque tu n'en as pas envie. Donne, même si tu sens que tu n'as pas grand-chose à offrir. Car l'acte de sortir de toi-même est la meilleure thérapie contre la tristesse chronique. Celui qui aide, cède. Celui qui donne un sens à sa douleur retrouve sa dignité. Si tu veux changer ton état, commence par changer ta direction. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour faire le bien. Fais le bien, et ton moral suivra. Personne ne sort seul de la tristesse, mais tout le monde peut tendre la main en premier. 8. Exprime ton malaise sans peur ni honte, je dois l'admettre. Parfois, j'ai eu l'impression que si je parlais de mon malaise, quelque chose en moi se briserait pour toujours. Je me suis vu, assis devant quelqu'un, jouant avec mes mains, déglutissant, regardant le sol, cherchant le moment exact pour dire ce qui me pèse, et quand enfin j'essaie, la voix peine à sortir, faible, comme si elle demandait la permission d'exister. La poitrine se tend, la mâchoire se serre, et l'esprit commence à fabriquer des histoires de rejet ou de honte avant qu'un seul mot ne traverse la distance. C'est une bataille invisible. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, il y a une discussion féroce entre le besoin de libérer le contenu toxique et la peur de rester exposé, vulnérable, incomplet devant les yeux de l'autre. Le silence devient une sorte de prison auto-imposée. Tu maintiens la douleur en serrant les poings, en respirant court, en espérant que personne ne remarque ce qui t'arrive vraiment. Et pourtant, le corps envoie des signaux. Les mains transpirent, les épaules se haussent, le regard se perd. Tout cela est ton système d'alarme demandant que tu cesses de cacher ce qui fait mal. Exprimer le malaise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un exercice de dignité. Il n'y a pas de vertu à se taire sur ce qui te submerge, ni d'honneur à faire semblant qu'il ne se passe rien pendant que tu t'effondres de l'intérieur. La tristesse ne se dissout pas dans le silence. Au contraire, ce que tu tais s'accumule dans les gestes, dans les humeurs, dans les décisions que tu prends à moitié, dans les nuits où l'insomnie est le prix à payer pour ne pas t'être permis d'être honnête. Parler, c'est rompre le cycle de la répression.
Chaque fois que tu ouvres la bouche, même si c'est juste pour dire « je me sens mal », tu sauves une partie de toi qui était restée piégée dans la censure. Ce premier geste est inconfortable, oui, mais c'est le signe le plus clair que tu as décidé de cesser de négocier avec la peur. Ce qui se nomme perd une partie de son pouvoir. C'est la vérité inconfortable que personne ne t'enseigne, enfant. Tu n'as pas à tout lâcher d'un coup, ni à chercher une compréhension parfaite de l'autre côté. Il suffit de nommer l'essentiel, de mettre des mots sur ce qui pèse. Tu peux le faire à voix haute, avec quelqu'un qui sait écouter, ou même en écrivant, laissant l'encre fonctionner comme un drain émotionnel. Le corps le ressent. En parlant, les muscles se relâchent un peu, la respiration se libère, la tension baisse même d'1 degré. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et de la conscience. Le stoïcisme ne consiste pas à endurer à tout prix, mais à différencier ce qui dépend de toi. Et oui, exprimer la vérité de ton état est ta responsabilité. Ne te trompe pas en croyant que tu seras plus fort en te taisant. Ce que tu réussis, c'est à porter un sac à dos de plus en plus lourd et à faire semblant de ne pas le sentir. Le véritable courage n'est pas de supporter en silence, mais de te montrer humain, même si la voix tremble. La peur d'être jugé n'est qu'un filtre mental. La plupart des gens portent aussi leur propre fardeau et comprendront beaucoup plus que tu ne l'imagines. Parfois, le simple acte de dire « cela me fait mal » ouvre un espace où la tristesse se transforme, même si ce n'est que de manière minimale, en possibilité de soulagement ou, au moins, en un repos pour le corps et l'esprit. Tu n'as pas besoin de permission pour ressentir ni pour l'exprimer. Cacher la douleur, c'est la perpétuer. La dignité commence là où la honte s'arrête. Ose nommer ton malaise, et tu verras que l'insupportable devient gérable. Parle, même si tu ne sais pas par où commencer. Ta santé émotionnelle dépend de cette honnêteté, pas des apparences. 9. Permets-toi de te reposer et de te renouveler sans culpabilité. L'esprit moderne fonctionne comme une usine qui n'éteint jamais ses moteurs. Il produit des pensées, des inquiétudes et des exigences sans relâche, comme si la valeur personnelle dépendait de ne jamais s'arrêter. Tu laisses la fatigue s'accumuler comme une poussière invisible sur chaque décision, te convainquant que l'épuisement est noble, que la fatigue est une médaille et que seuls les faibles demandent une pause. Mais c'est un mensonge dangereux, un piège brutal déguisé en vertu. L'épuisement ne te rend pas fort, il te rend fragile. Tu es comme ce mécanisme qui ne reçoit jamais d'entretien. Tôt ou tard, les performances chutent, le moral se brise, les émotions se gâtent par manque d'oxygène. Le corps ne pardonne pas l'accumulation de dettes physiques et mentales. La tristesse s'infiltre précisément dans ces espaces où tu ne t'es jamais permis de t'arrêter et de reprendre des forces. Il n'y a pas de résilience sans renouvellement. Celui qui ne fait que résister finit par se briser. Arrête de te raconter que te reposer, c'est perdre du temps ou que tu ne mérites de t'arrêter que lorsque tout est fait. Cet état d'esprit te mène à une autodestruction lente. Tu confonds épuisement avec productivité, fatigue avec responsabilité. Et tu te refuses le droit fondamental à la pause parce que tu crois que quelqu'un évalue ta valeur à chaque seconde. Personne ne te le dira en face, mais cette auto-exigence n'est qu'une autre forme de faiblesse. L'incapacité de reconnaître tes limites, la peur enfantine de paraître moins capable si tu admets que tu as besoin de récupérer de l'énergie. Le repos n'est pas une récompense, c'est une condition minimale pour fonctionner. Si tu ne le comprends pas, tu finiras par payer avec ta santé, tes relations et la lucidité que tu défends tant. La tristesse se renforce sur le terrain de l'épuisement. Un être épuisé est une proie facile pour toute émotion destructrice. Le plus absurde, c'est que pendant que tu te refuses le repos par peur de paraître faible, tu deviens esclave d'un système interne qui ne s'est opéré qu'au bord de l'effondrement. Il n'y a pas de dignité dans la performance sans pause. Il n'y a que de l'épuisement déguisé en héroïsme bon marché. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas avancer. Repose-toi, même si ton esprit résiste. Fais-le même si tout en toi crie que tu n'as pas le temps ou que la vie n'attend pas.
Si tu n'entraînes pas ta capacité à relâcher le rythme, ton énergie devient toxique et la joie se transforme en un lointain souvenir. Permets-toi la pause, car sans elle, il n'y a pas de renouvellement, seulement une répétition fatiguée des mêmes erreurs. Le repos conscient est un acte de bravoure dans un monde obsédé par l'inertie. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour prendre soin de toi. Personne ne va t'applaudir d'arriver détruit à la fin de la journée. Récupère le respect de soi. Celui qui se renouvelle se respecte. Le contraire est de l'abandon de soi. Ne confonds pas le stoïcisme avec la négation de tes besoins fondamentaux. Le véritable stoïque reconnaît quand il est temps d'agir et quand il est temps de se replier pour revenir plus fort. Ne deviens pas ton propre geôlier simplement parce que l'environnement l'exige. Le repos est force. La culpabilité est le résidu d'un esprit mal entraîné. Repose-toi sans négocier. Renouvelle ton énergie sans honte. C'est seulement ainsi que tu peux recommencer à choisir ta vie, au lieu de simplement la survivre. Ligne iconique. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est une discipline supérieure. 10. Fais de l'engagement personnel ta plus grande force. L'engagement personnel est la différence entre vouloir changer et vraiment changer. Il n'y a pas moyen d'adoucir cela. Si ta parole envers toi-même a peu de valeur, toute technique, tout livre, tout conseil finit par n'être que du bruit de fond. Ce qui sépare la résignation de la transformation, c'est ce pacte silencieux et brutal de ne plus négocier avec tes excuses. La plupart d'entre nous veut se sentir mieux, mais n'est pas prête à supporter l'inconfort quotidien que demande la véritable amélioration. Nous nous remplissons d'intentions, de projets à moitié réalisés, de promesses reportées, comme si le simple fait de vouloir avait un poids réel sur le résultat. Mais la vie ne répond qu'à ce que tu fais de manière soutenue, pas à ce que tu rêves quand personne ne te voit. Quand je parle d'engagement, je ne fais pas référence à une motivation passagère, ni à un élan de volonté qui s'éteint dès que la tristesse revient. Je parle d'une décision intérieure, presque contractuelle, de cesser de trahir tes propres limites et de faire, chaque jour, ce que tu as dit que tu ferais, même si l'esprit demande une trêve, même si le corps proteste, même si personne ne t'applaudit. Le mécanisme est simple, mais inconfortable. Chaque fois que tu romps une promesse envers toi-même, ton cerveau enregistre cet échec, et peu à peu ta confiance en toi se fracture. Le résultat est une chaîne invisible de petites trahisons quotidiennes qui pèsent plus que n'importe quelle douleur extérieure. La véritable force vient de l'accumulation d'actes qui semblent minimes, mais qui répétés réécrivent l'identité. Personne ne peut te donner ce muscle. Il se construit uniquement par des faits, pas par des discours. Je reconnais que je me suis raconté des histoires pour justifier mes propres chutes. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Demain, je commence. Ce n'est pas si grave. Mais au final, ce qui reste, c'est la dette envers toi-même. L'engagement personnel ne se mesure pas en héroïsme, mais en la capacité de maintenir tes décisions. Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement, le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard.
Le caractère est ton refuge le plus sûr. Le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue. Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien. Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2. Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message.
Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes, aujourd'hui va être une mauvaise journée, tout se complique, n'est pas la réalité, c'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité. Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent. Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent. La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate,
mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions. Cela implique d'accepter le coût de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis. Abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, aux drames des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important,
Tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas, ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seul avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité. Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes. Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité. Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses.
L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair, tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'autolydrie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel. Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne. Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance, lorsque tu peux lâcher prise sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone.
ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit, la respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre. Les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière. C'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix, pas la faute de l'environnement. Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée.